David Krantz lit Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline, 1924. Les derniers jours de Semmelweis. Pourquoi jusqu'ici les grands bienfaiteurs de l'humanité n'ont-ils recueilli, sauf de rares exemples, qu'indifférence ou haine de leur génération, quelque notoriété tardive, beaucoup d'oubli? Sans doute parce que les forces du monde qui sont passées jusqu'ici entre les mains des hommes ont une origine trop brutale pour notre race. Il est à cet égard d'horribles aventures. Mais jamais, certes, l'humanité ne s'est couverte d'une honte plus précise, plus effrayante, que dans la destinée de Philippe Ignace Semmelweis, accoucheur viennois, dont nous avons raconté la vie et l'œuvre dans notre thèse. À ce sujet, Romain Rolland nous écrit « Je croyais connaître la stupidité humaine et sa malfaisance, mais décidément, elle est sans bornes. » Oui, sans bornes. Nous ne pouvons songer à reprendre ici par le détail la narration du pillage atroce de cette vie lumineuse par la meute de toutes les haines scientifiques et sociales de son époque. La nuit du monde est illuminée de lumière divine. En vérité divine, en effet, fut cette vie, divine avec les simples forces d'un homme. Il nous a tout donné. Il s'est dépensé 100 fois pour que nous soyons moins malheureux, plus vivants, et 100 fois les savants, les pouvoirs publics de son temps, ont refusé avec une cruauté, une sottise inexpiable, les dons admirables et bienfaisants de son génie. Sans doute, les forces du monde n'allaient-elles pas encore de ce côté? Il fallut, pour que la terre s'éloignât un peu de sa voie maudite, l'impulsion d'un génie plus maître de ses dons que ne le fut Semmelweis, une force intellectuelle plus harmonieuse, un homme enfin dont les actes soient à la hauteur d'une imagination lumineuse. Pasteur. P. Semmelweis, né à Budapest en 1818 et mort dans cette même ville en 1865. Reçu docteur en médecine en 1844, maître en chirurgie en 1846, il fut l'élève de Skoda, puis de Rokitansky. Il se tourna ensuite vers l'obstétrique. Reçu docteur en obstétrique le 10 janvier 1846, il est nommé professeur assistant de Klein le 27 février de la même année. Désormais, il va faire partie des cadres de l'Hospice général de Vienne, dont le professeur Klein dirigeait une des maternités. L'autre maternité se trouvait placée sous la direction du professeur Bartsch. Aussitôt, Semmelweis fut pris, entraîné, meurtri, dans la danse macabre qui ne s'interrompait jamais autour des deux terribles pavillons. En cette année 1846, les statistiques accusaient des séries mortuaires de 96% chez les accouchés de Klein. Les statistiques étaient moins affreuses chez Bartsch. Autour de ces drames épouvantables, tout est contradictoire, incohérent dans les théories médicales et dans les rapports des commissions. Un fait frappe Semmelweis, c'est que chez Bartsch, les femmes sont touchées exclusivement par les élèves sages-femmes, alors que chez Klein, elles sont touchées par les étudiants. Saisissant une occasion, Semmelweis obtient que les sages-femmes dont le stage s'accomplissait chez Bartsch soient échangées avec les étudiants de Klein. La mort suit les étudiants, les statistiques de Bartsch deviennent angoissantes et Bartsch, affolé, renvoie les étudiants d'où ils venaient. Klein tente alors d'expliquer que ce sont les étudiants étrangers qui propagent la fièvre puerpérale. Des expulsions sont ordonnées, le nombre des étudiants passe de 42 à 20 par le départ des étrangers. À la suite de cette mesure, le taux de la mortalité s'abaisse pendant quelques semaines. D'autre part, Semmelweis observe que les femmes qui, par surprise, accouchaient dans la rue et ne venaient qu'ensuite chez Klein, étaient presque toujours épargnées. Ces faits apportent dans l'esprit de Semmelweis une lueur brève mais certaine au milieu de l'obscurité où se débattent les accoucheurs. Ses travaux, ses réflexions l'amènent à proposer une mesure inouïe jusqu'à ce jour. Tous les étudiants devront se laver les mains avant d'aborder une femme enceinte. Klein, déjà aigri par les remarques de Semmelweis sur la mortalité de sa clinique, refuse net. L'assistant s'emporte et le lendemain, 20 octobre 1846, Semmelweis est brutalement révoqué. Semmelweis, chancelant sous ce coup si rude que son maître Skoda fut impuissant à parer, partit avec son ami et collègue Markusowski pour Venise et l'Italie. C'est là qu'il apprend la mort de son grand ami, le professeur d'anatomie Koleczka, qui venait de succomber aux suites d'une piqûre qu'il s'était faite pendant une dissection.
Semmelweis fut profondément touché par cette perte, et en lisant les détails de la maladie qui avait enlevé le malheureux professeur, phlébite, lymphangite, péritonite, pleurésie, péricardite, méningite, une clarté éblouissante s'imposa à son esprit. La notion d'identité de cette maladie avec l'infection puerpérale dont mouraient les accouchés. La conclusion s'affirma de suite. Ce sont les doigts des étudiants souillés au cours de récentes dissections qui vont porter les fatales particules cadavériques dans tous les organes génitaux des femmes enceintes. Semmelweis a de suite idée de la prophylaxie. Désodoriser les mains en les lavant dans une solution de chlorure de chaux. Le résultat ne se fait pas attendre. Il est magnifique. Dans le mois suivant à la maternité de Bartsch, qui a recueilli Semmelweis sur l'insistance de Skoda, la mortalité par fièvre puerpérale devient presque nulle. Elle s'abaisse pour la première fois au taux actuel des meilleures maternités du monde, 0,23%. Il semblait qu'obstétrique et chirurgie eussent dû accueillir avec enthousiasme l'immense progrès qui leur était offert. Il n'en fut rien. À l'hôpital général de Vienne, à peine Klein a-t-il entrevu la vérité sur la fièvre puerpérale qu'il s'acharne à étouffer cette vérité par tous les moyens, par toutes les influences dont il dispose. Il groupe contre Semmelweis toutes les jalousies, toutes les sottises, toutes les vanités. Le personnel de l'hôpital puis les étudiants déclarent qu'ils sont las de ces lavages malsains au chlorure de chaux. Semmelweis ne peut plus se montrer à l'hôpital sans être couvert d'injures, aussi bien de la part des malades que des étudiants et des infirmiers. Le scandale atteint une telle ampleur que le ministre se trouve contraint de révoquer pour la seconde fois Semmelweis le 20 mars 1849. Ebra, à la Société médicale de Vienne, ayant essayé de défendre la découverte de Semmelweis, on le conspue, on va même jusqu'à se battre dans l'enceinte de la Société, et le ministre ordonne à Semmelweis de quitter Vienne au plus vite. Celui-ci se réfugie à Budapest où il finit par trouver asile auprès de Birley. À l'étranger, l'œuvre du génial obstétricien n'obtint pas plus de succès. Simpson, d'Édimbourg, ne comprend rien à la révolution obstétricale qui lui est annoncée par Ebra. Il se dérobe. Tillanus, d'Amsterdam, Schmidt, de Berlin, le grand Virchow ne prennent pas la peine de répondre aux lettres de Semmelweis. Scanzoni, Sefer, de Prague déclarent publiquement que les résultats rapportés par Semmelweis ne sont nullement conformes à ce qu'ils ont observé. Kivisch, de Rothenau, vient voir par lui-même. Il ne voit rien. En France, le plus célèbre accoucheur de son temps, Dubois, n'a que dédain pour les théories de Semmelweis et fait accueil glacial au jeune docteur Arnett qui vient à Paris défendre la cause de son maître Semmelweis, pauvre, malade, et dont déjà la raison vacille. Autour de la tragédie de Semmelweis, ce ne sont pas des hommes qui s'affrontent, ce sont des puissances biologiques énormes qui se combattent. Cette méchanceté infernale dont il fut la victime a la grandeur et la fatalité d'une guerre. Se peut-il que des êtres comme vous ou moi aient eu le courage d'exiler Semmelweis de la maternité de Vienne au moment précis où il faisait la preuve de sa découverte magnifique? Car, enfin, le professeur Widal l'a écrit, il a indiqué du premier coup les moyens prophylactiques que l'on doit prendre contre l'infection puerpérale avec une telle précision que l'antisepsie moderne n'a rien eu à ajouter aux règles qu'il avait prescrites. Est-il possible que cette révélation ait été systématiquement ignorée par tous les médecins compétents de 1846 à 1876 environ ? Cela ne peut s'expliquer que par des raisons qui dépassent beaucoup la mesure humaine. Les puissances de haine se sont à ce point multipliées, farouches, monumentales, devant cette vérité bienfaisante, qu'il faut songer que la volonté des hommes les mieux doués de jalousie, les plus farouchement orgueilleux, ne sont, à côté d'elle, que des enfants timides. L'enfer n'est pas qu'un mot. Le diable existe quelque part. Ne vit-on pas en cette année 1856 ses compatriotes qui l'aimaient auparavant se tourner contre lui, s'unir à leurs ennemis naturels, les Autrichiens, pour faire chorus contre lui et le maltraiter si complètement qu'ils achevèrent d'éteindre son génie dans un délire d'une forme épouvantable. Et ce ne fut pas tout.
Voici la fin, le dernier acte où rien ne manque d'odieux et d'implacable, où tout ce qui traîne entre nous de lâche et de douloureux depuis le commencement du monde se trouve réuni pour l'écrasement d'un grand progrès. On dirait une imprudence du diable se montrer aussi formellement. Arnett revient de Paris où il vient d'essayer une suprême intervention auprès de grands accoucheurs de l'époque. Échec complet. En rentrant à Budapest, Arnett, découragé, ne sut convaincre Semmelweis de ce qu'il avait vu, entendu, et surtout de l'inanité de tout effort prochain. Arnett était raisonnable, Semmelweis ne l'était plus. Estimer, prévoir, attendre surtout, semblait d'impossible tyrannie à son esprit en déroute. Sans doute avait-il franchi déjà les sages limites de notre sens commun, cette grande tradition de nos esprits dont nous sommes tous les petits-enfants attentifs, gentiment soudés par la coutume à la chaîne de la raison qui relie, qu'on le veuille ou non, le plus génial au plus ignare d'entre nous, du premier au dernier jour de notre vie commune. D'un maillon rompu de cette lourde chaîne, Semmelweis s'était détaché, lancé dans l'incohérence. Il avait perdu sa lucidité, cette puissance des puissances, cette concentration de tout notre avenir sur un point précis de l'univers. Hors d'elle, comment choisir dans la vie qui passe la forme du monde qui nous convient? Comment ne pas se perdre? Si l'homme s'est anobli parmi les animaux, n'est-ce pas parce qu'il a su découvrir à l'univers un plus grand nombre d'aspects? De la nature, c'est le courtisan le plus ingénieux et son bonheur instable, fluide, penché de la vie vers la mort et son insatiable récompense. Que cette sensibilité périlleuse, à quel labeur de tous les instants n'est-il point condamné pour l'équilibre de cette fragile merveille? À peine, si dans le sommeil le plus profond son esprit connaît le repos, la paresse absolue est animale, notre structure humaine nous l'interdit, forçat de la pensée, voilà tous ce que nous sommes, simplement ouvrir les yeux, n'est-ce pas porter aussitôt le monde en équilibre sur sa tête? Boire, parler, se divertir, rêver peut-être, n'est-ce pas choisir sans trêve entre tous les aspects du monde, ceux qui sont humains, traditionnels, et puis éloigner les autres inlassablement jusqu'à la fatigue qui ne manque pas de nous surprendre à la fin de chaque journée? Honte à celui qui ne sait pas choisir l'aspect convenable aux destinées de notre espèce, il est bête, il est fou. Quant à la fantaisie, à l'originalité dont notre orgueil se flatte, leurs limites, hélas, aussi sont précises, alourdies de discipline. Il n'y a de fantaisie permise que celle qui prend encore appui sur l'imaginaire granit du bon sens. Trop loin de cette convention, plus de raison et plus d'esprit pour vous comprendre. Semmelweis dépensait une force inutile quand il transformait tous ses cours en longs développements injurieux à l'égard de tous les professeurs d'obstétrique. Il acheva de se rendre intolérable et inefficace en allant lui-même afficher sur les murs de la ville des manifestes dont nous citons un passage. « Père de famille, sais-tu ce que cela veut dire d'appeler au chevet de ta femme en couche un médecin ou une sage-femme? Cela signifie que tu lui fais volontairement courir des risques mortels, si facilement évitables par les méthodes, etc. » Sans doute l'eût-on, dès ce moment, relevé de ses fonctions si son épuisement progressif n'avait pas devancé cette rigueur inutile. Bientôt, en effet, les mots qu'il prononçait n'atteignirent plus leur objet et furent le plus souvent sans portée. Son corps s'inclina dans une démarche nouvelle, saccadée. Il parut aux yeux de tous avancer en hésitant sur une terre inconnue. On le surprit en train de creuser dans les murs de sa chambre à la recherche, prétendait-il, de grands secrets enfouis là par un prêtre de sa connaissance. En l'espace de quelques mois, ses traits s'incrustèrent profondément de mélancolie et son regard, perdant l'appui des choses, parut se perdre derrière nous. Rapidement, il devint le pantin de toutes ses facultés, autrefois si puissantes, à présent déchaînées dans l'absurde. Par le rire, par la vindicte, par la bonté, il fut possédé tour à tour, entièrement, sans ordre logique, chacun de ses sentiments agissant pour son compte, paraissant uniquement jaloux d'épuiser les forces du pauvre homme, plus complètement que la frénésie précédente. Une personnalité s'écarte-t-elle aussi cruellement qu'un corps quand la folie tourne la roue de son supplice ?
Ne croyez pas ces poètes qui vont se lamentant contre les rigueurs et les suggestions de la pensée, ou qui maudissent les chaînes matérielles dont s'entrave, prétendent-ils, leur essor admirable vers le ciel des purs esprits. Bienheureux inconscients, prétentieux ingrats en vérité, qui ne conçoivent qu'un petit coin joli de cette absolue liberté dont ils prétendent avoir le désir. S'ils se doutaient, les téméraires, que l'enfer commence aux portes de notre raison massive qu'ils déplorent et contre lesquelles ils vont parfois, en révolte insensée, jusqu'à rompre leur lyre, s'ils savaient, de quelle gratitude éperdue ne chanteraient-ils point la douce impuissance de nos esprits, cette heureuse prison des sens qui nous protège d'une intelligence infinie et dont notre lucidité la plus subtile n'est qu'un tout petit aperçu. Semmelweis s'était évadé du chaud refuge de la raison où se retranche depuis toujours la puissance énorme et fragile de notre espèce dans l'univers hostile. Il errait avec les fous, dans l'absolu, dans ces solitudes glaciales où nos passions n'éveillent plus d'écho, où notre cœur humain terrorisé, palpitant à se rompre sur la route du néant, n'est plus qu'un petit animal stupide et désorienté. En s'avançant dans ce dédale mouvant impitoyable de la démence, Michaëlis lui apparut, sanglant, lourd de reproches, Skoda énorme, grossier, clin, furieux, accusant, blémi par toutes les haines d'un monde infernal, Sefer et puis Scanzoni. Des choses, des gens, des choses encore, des courants lourds de terreurs innommables, des formes imprécises l'entraînaient, mêlées à des circonstances de son passé, parallèles, croisées, menaçantes, fondues. Autour de lui, le réel, le banal s'ajoutait encore à l'absurde par un maléfice de son esprit sans limite. Les tables, la lampe, ses 3 chaises, la fenêtre, tous ces objets les plus neutres, les plus usuels de sa vie courante, s'entouraient d'un halo mystérieux, d'une lumière hostile, aucune sécurité désormais dans cette fluidité grotesque où se liquéfiaient les contours, les effets et les causes. Dans cette chambre déplacée par le fou hors de l'espace et du temps, revinrent encore les visiteurs fantastiques. Après chacun d'eux, il reprenait la controverse d'autrefois, il argumentait longuement, logiquement parfois, et souvent bien après leur départ, mais presque toujours, ces hallucinations se terminaient dans la violence, il y en avait trop de ces ombres ricaneuses et menteuses autour de son lit, trop pour qu'il les vît toutes, bien en face. Ne les entendait-il pas comploter derrière son dos, ennemi fourbe ? Et sa frénésie s'étranglait quand elles s'enfuyaient devant lui. Bien souvent, il s'échappait à leur suite dans l'escalier en les poursuivant et jusque dans la rue. Cette phase de sa détresse mentale dura jusqu'en avril 1856. À ce moment, les hallucinations dont il était terrorisé cessèrent tout d'un coup. Ce ne fut qu'une amélioration trompeuse de son état, à peine un répit pendant lequel, cependant, la surveillance dont il était l'objet se relâcha. On lui laissa même faire quelques promenades dans la ville. Il s'en allait par des rues chaudes et presque toujours sans chapeau. Tout le monde savait son malheur et chacun s'effaçait pour lui donner libre passage. C'est pendant cette accalmie que la faculté décida de lui donner un remplaçant. Ses collègues, en délégation, et d'ailleurs avec beaucoup de ménagement, lui firent agréer cette mesure universitaire. Il fut entendu au surplus qu'il garderait le titre de professeur en disponibilité. Sans peine, il parut adopter cette conclusion, mais dans le même après-midi, il fut possédé par une crise démentielle d'une intensité sans précédent. Vers 2 heures, on le vit dévaler à travers les rues, poursuivi par la meute de ses ennemis fictifs. C'est en hurlant, débraillé, qu'il parvint de la sorte jusqu'aux amphithéâtres d'anatomie de la faculté. Un cadavre était là, sur le marbre, au milieu du cours, pour une démonstration. Semmelweis, s'emparant d'un scalpel, franchit le cercle des élèves, bousculant plusieurs chaises, s'approche du marbre, incise la peau du cadavre et taille dans les tissus putrides avant qu'on ait pu l'empêcher, au hasard de ses impulsions, détachant les muscles par lambeaux qu'il projette au loin. Il accompagne ses manœuvres d'exclamations et de phrases sans suite.
Les étudiants l'ont reconnu, mais son attitude est si menaçante que personne n'ose l'interrompre. Il ne sait plus. Il reprend son scalpel et fouille avec ses doigts en même temps qu'avec la lame une cavité cadavérique suintante d'humeur. Par un geste plus saccadé que les autres, il se coupe profondément. Sa blessure saigne. Il crie, il menace, on le désarme, on l'entoure, mais il est trop tard. Comme Kolletchka naguère, il vient de s'infecter mortellement. Skoda, prévenu de ce suprême malheur, prit aussitôt le chemin de Budapest, mais à peine était-il arrivé qu'il s'en retournait déjà, emmenant Semmelweis avec lui. Que de souffrance au cours de ce long voyage en diligence. Quelle épreuve pour ce vieillard et le pauvre Semmelweis, blessé, délirant, dangereux peut-être. À quelles espérances s'attachait-il encore pour courir le risque d'une aventure aussi désespérée? Peut-être Skoda forma-t-il un instant le projet d'une intervention chirurgicale, mais il ne s'y arrêta point, car en arrivant à Vienne dans la matinée du 22 juin 1865, Semmelweis fut conduit directement à l'asile d'aliénés. Sa chambre, qu'on peut encore visiter aujourd'hui, est située à l'extrémité d'un long couloir, dans l'asile gauche des bâtiments. Il mourut là le 16 août 1865, dans la 47e année de son âge, à l'issue d'une agonie de 3 semaines. Son vieux maître gravit avec lui ses dernières marches, les plus saccagées de la vie. À Skoda, cette triste maison était familière. Naguère, il en avait été l'un des médecins lorsque éloigné de l'hôpital général par mesure disciplinaire. Ceci s'était passé tout au début de sa carrière, en 1826, à l'époque où Klein, le même, hélas, dont lui aussi avait été l'assistant, le fit reléguer dans cet asile d'aliénés sous le prétexte qu'il fatiguait les malades par des percussions trop fréquentes. Au cours de ces 3 semaines, il évoqua sans doute l'harmonie étrange des troubles coïncidences. Peut-être aussi sa mémoire en garda-t-elle le secret trop douloureux pour son cœur. Ainsi que le bonheur, la vengeance n'est jamais complète et cependant toujours si lourde qu'on est surpris. 20 fois le soir descendit dans cette chambre, avant que la mort n'emportât celui dont elle avait reçu l'affront précis, inoubliable. C'était à peine un homme qu'elle allait reprendre, une forme délirante, corrompue, dont les contours allaient s'effaçant sous une purulence progressive. D'ailleurs, quelle victoire peut-elle attendre la mort dans ce lieu le plus déchu du monde? Quelqu'un lui dispute-t-il ces larves humaines, ces étrangers sournois, ces torves sourires qui rôdent tout le long du néant sur les chemins de l'asile? Prison pour instinct, asile de fous, prenne qui veut ces détraqués hurlants, géniards, hâtifs. L'homme finit où le fou commence, l'animal est plus haut et le dernier des serpents frétille au moins comme son père. Semmelweis était encore plus bas que tout cela, impuissant parmi les fous et plus pourri qu'un mort. Les progrès de l'infection furent assez lents, assez minutieux pour qu'aucune bataille ne lui fût épargnée sur la route du repos. Lymphangite, péritonite, pleurésie. Quand ce fut le tour de la méningite, il entra dans une sorte de verbiage incessant, dans une réminiscence interminable, au cours de laquelle sa tête brisée parut se vider en longues phrases mortes. Ce n'était plus cette infernale reconstitution de sa vie sur un plan de délire dont il avait été, à Budapest, l'acteur tyrannisé au premier temps de sa folie. Dans la fièvre étaient consumées toutes ses énergies tragiques. Il ne tenait plus au vivant que par l'élan formidable de son passé. Le 16 août, au matin, la mort le saisit à la gorge. Il étouffa. Des senteurs putrides envahirent la chambre. Vraiment, il était temps qu'il s'en allât. Mais il s'acharna dans notre monde aussi longtemps qu'on le peut avec un cerveau impossible sur un corps en lambeaux. Il paraissait évanoui, perdu dans l'ombre quand une dernière révolte, tout près de la fin, lui rendit la lumière et la douleur. Soudain il se dressa sur son lit. On dut le recoucher. « Non, non !» hurla-t-il plusieurs fois. Il sent qu'il n'y eut au fond de cet être aucune indulgence pour le sort commun, pour la mort, et rien de possible en lui qu'une foi immense dans la vie. On l'entendit appeler encore « Skoda, Skoda !» qu'il n'avait pas reconnu. Il entra dans la paix vers 7 heures du soir.
Dans l'effroyable dénouement de ce martyre, dans la perfection même de cette coalition douloureuse, il ne peut pas y avoir que l'effet de nos petites volontés. Nous n'avons pas ce génie dans le mal, on doit l'espérer. Les âges de l'humanité s'accomplissent sans doute avec une majesté cruelle et redoutable, mais ils s'en vont vers la lumière. L'âge de la vie doit venir après les siècles de la mort, ce que Semmelweis n'a pu réussir parce qu'il n'était pas assez concis et plus passionné que puissant. Pasteur, reprenant le même flambeau, a vaincu les ténèbres et rempli la tâche écrasante pour un autre. Il y a donc toutes les raisons d'espérer que les temps plus heureux sont proches de notre horizon. La brutalité, par ses excès, a mis le signe, semblant toucher à la fin de son règne. Avec elle finira sans doute la suprématie dans les affaires du monde, dont ils ont perdu la maîtrise, tant farouche du passé, tant guerrier, tant fragile au fond comme tout ce qui est masculin, aussi longtemps que la force physique permit tous les exploits, tant que le muscle fut l'instrument même de la puissance. La virilité reste à la base de nos sociétés, mais aujourd'hui, la force physique, c'est peu de choses. Demain, ce ne sera plus rien. Demain, l'audace bruyante, vite épuisée, ne sera plus d'aucun prix. Il faudra, pour être vraiment fort, respecter la vie, et c'est, en réalité, le propre des médecins et surtout la qualité majeure des femmes qui anticipent dans le monde actuel les destinées de l'avenir. Le génie mâle, en vérité, a réalisé d'admirables constructions logiques et mécaniques, mais n'a-t-il pas détruit bien plus encore dans le domaine de l'idéal? Et ne menace-t-il pas de détruire aussi son propre royaume de la matière? C'est une triste infirmité de sa verve féroce, de son génie impur qui ne peut se passer de conquêtes bruyantes, de panache et de feu. Regardez autour de nous, aujourd'hui, sur tous les points du globe, l'idole mâle est au-dessous de sa tâche. Il s'implore lui-même et ne peut plus. Il a trop détruit. On commence à ne plus croire à son ingéniosité. Il se prend à douter de lui-même. À force de secouer ses plumes, de les trouver admirables, il s'était cru tout permis. Demain, il sera ridicule. Alors les femmes, patientes, plus subtiles, moins logiques, plus mystiques, en somme, plus vivantes, sortiront du silence et nous conduiront à leur tour avec plus de bonheur, peut-être, sur un autre chemin. Nous les suivrons, rétifs seulement pour la forme, dociles au fond, car nous savons bien que nous n'avons plus rien à dire et que notre système d'hostilité est sans issue. Monsieur le professeur Chauffard, en nous faisant l'honneur d'argumenter notre thèse, remarquait avec beaucoup de justesse qu'à l'origine de chaque découverte, il y avait toujours 2 ou 3 martyrs. Ne se peut-il pas que tous les crimes, toutes les hideurs, les inqualifiables cruautés des mondes actuels et passés soient aussi des martyrs qui se trouvent au seuil de la plus grande découverte que feront jamais les hommes? La vie. Louis Détouche. Excuse-moi, rien n'est gratuit dans la vie, alors s'il te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi, laisse un commentaire, ou mieux, achète mon bouquin, il est pas cher, 12 € et toujours disponible sur Amazon. Bon, maintenant, c'est bon, on peut continuer.